j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc petit disclaimer, comme vous pouvez le constater, j'ai fait effort minimum, mais vraiment le strict minimum. Parce que je ne vais pas vous cacher que je suis actuellement éclataxe de fatigue et que je me suis dit que de toute façon ça n'avait pas d'importance parce que vous n'êtes pas là pour regarder comment je suis habillée ou comment je suis maquillée, comment je n'ai pas coiffé mes cheveux ou pour me juger là-dessus, puisque vous êtes là pour m'entendre parler de livres. On est d'accord. Bref, c'était le petit disclaimer pour que vous ne soyez pas choqués en voyant mon apparence vraiment nature peinture. Enfin, nature peinture, je suis maquillée quand même, donc bon. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, puisque le sujet, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est de vous parler de mes derniers coups de cœur. Là, j'ai fait un petit geste un peu sympa, j'espère qu'au montage, je vais réussir à faire un truc quand jette un peu, sinon j'aurais juste fait ça dans le vent. Voilà. Suite à mon petit sondage posté sur Instagram, vous avez été extrêmement nombreux à me dire que vous vouliez du coup une vidéo sur mes 5 derniers coups de cœur. Donc c'est parti. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, sachez que je suis extrêmement active sur Instagram et que ça m'arrive du coup de poster des infos en avant-première sur Instagram ou de poster des infos qui ne seront que sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas. Fin du moment pub, revenons-en au livre. Je vous ai donc sélectionné mes 5 derniers coups de cœur, sachant que je vous en ai forcément déjà parlé dans mes bilans lecture, mais que là je vais avoir le temps de plus les détailler. Et voilà, c'était aussi l'occasion de vous reparler de livres que j'ai surkiffé, bien évidemment. Donc, let's go. Je vais faire dans l'ordre déchronologique. Je suis pas sûre que ça soit comme ça qu'on dit, mais en tout cas, je vais prendre de mon plus ancien coup de cœur jusqu'à mon dernier coup de cœur. Sachant que là, je vous cite 5 livres, mais que entre ces 5 coups de cœur, j'ai eu aussi d'excellentes lectures qui ont frôlé le coup de cœur, mais qui pour une raison ou pour une autre, ou qui avec le recul n'ont pas forcément été des coups de cœur, ou alors des tout petits coups de cœur, ce qui est déjà énorme, mais j'ai décidé de vous parler que de mes vrais bons gros coups de cœur, tu sais, ceux qui te hantent et te brisent un peu le cœur, mais en même temps te font trop du bien, et ceux auxquels tu penses encore des jours après les avoir terminés, quoi. Pour moi, c'est ça la définition d'un coup de cœur. J'ai d'excellentes lectures très régulièrement, j'ai des livres que j'apprécie beaucoup, mais pour avoir un coup de cœur, il faut vraiment ressentir quelque chose de très fort au moment de la lecture et surtout que ce sentiment perdure en fait après. Parce que au moment de ma lecture, je peux être vraiment à fond et me dire « Oh, il est en train de me briser le cœur » ou au contraire « Punaise !» Je me suis bien attrapée. J'aime trop, mais 2-3 jours après, je me dis « Oui, c'est vrai, c'était sympa. » Et sans plus. Alors qu'il y a des livres, j'y pense H24 pendant des semaines et des semaines après les avoir terminés et je trouve ça déjà absolument fascinant. Et pour moi, c'est vraiment le gage que du coup, t'as fait une super lecture. Bref, voilà, c'était ma définition de coup de cœur. Je pense qu'on a tous plus ou moins la même parce que c'est pas non plus un truc qui laisse une grande liberté d'interprétation. Mais voilà, c'était important de le préciser. Parce que du coup, vous allez peut-être comparer avec les bilans lecture que j'ai fait récemment et vous vous dites « Ah ouais, mais dans son bilan lecture, elle a dit que ça c'était trop bien et elle l'a pas mis dans ses coups de cœur. » Voilà, ceci explique cela. Et sans plus tarder, commençons par mon coup de cœur le plus ancien du coup. Il s'agit bien évidemment de Every Summer After de Carly Fortune qui là est en anglais et que j'ai lu en anglais mais qui est aussi sorti en français sous le titre de Tous nos étés. C'est sorti chez Robert Laffont Canada je crois. Je vous mettrai la couverture quelque part par ici. Je vous mettrai aussi un lien si jamais ça vous intéresse vers la vidéo que j'avais fait où j'en parle déjà dans mon bilan lecture de mes vacances puisque je l'ai lu en vacances. De quoi ça parle? Eh bien c'est l'histoire de Perséphone qui depuis qu'elle a 14 ans passe tous ses étés au même endroit dans une maison en fait. C'est une maison de vacances au bord d'un lac au Canada, maison que ses parents ont achetée et c'est un peu son refuge parce qu'au moment où elle passe son premier été là-bas, elle a eu quelques soucis à l'école avec des amis, enfin elle s'est un peu brouillée avec elle se sent très seule et quand elle arrive en vacances, elle est déterminée à passer un super bon été et du coup elle découvre un petit peu les environs, l'ambiance, tout ça. Et il se trouve que dans la maison à côté, il y a une mère célibataire qui habite ici à l'année avec ses 2 enfants et parmi ces 2 enfants, il y a Sam qui a quasiment l'âge de Perséphone, que tout le monde appelle Percy d'ailleurs, on va l'appeler Percy dès maintenant. Sam et Percy vont se rapprocher et devenir au fil des étés, parce qu'ils se voient vraiment quasiment que l'été, vont devenir les meilleurs amis du monde et peut-être même un peu plus. Au moment où on commence le livre, donc le premier chapitre, c'est Percy qui nous explique que voilà, c'était ça, c'était cette relation, c'était cette ambiance, c'était incroyable, mais il s'est passé quelque chose et du coup ça fait 10 ans qu'elle n'a pas vu Sam et ça fait 10 ans qu'elle n'est pas retournée à la maison au bord du lac. Du coup, t'as envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, donc pour ça c'est hyper addictif. Et puis l'élément un peu déclencheur qui va remettre tout ça au goût du jour, c'est que la mère de Sam vient de mourir et du coup Percy est invité à ses funérailles, ce qui l'oblige forcément à retourner au bord du lac et à revoir Sam pour la première fois depuis des années. À partir de là, de leurs échanges, en fait on va alterner entre des petits chapitres qui sont quand même assez courts, maintenant, enfin sur le présent, au moment où ils se revoient après des années, et des chapitres beaucoup plus longs qui vont expliquer été par été comment leur relation s'est formée, ce qui s'est passé entre eux, comment ils en sont arrivés à être amis, meilleurs amis et un peu plus. Et surtout, progressivement, on construit en fait la tension jusqu'au moment où on arrive à The Révélation.
la raison de pourquoi ils ne se parlent plus, pourquoi ils ne se voient plus depuis des années, qu'est-ce qui a fait en gros pour que leur vie parte totalement à l'opposé et surtout parte totalement en cacahuète. C'est marrant en disant ça, cacahuète. Genre, je voulais dire l'histoire part en cacahuète, c'est ma voix qui est partie en cacahuète, bref. Donc ça c'est le pitch de base, et maintenant pourquoi est-ce que j'ai aimé? Tout simplement parce que, vous l'avez compris, c'est hyper addictif, t'as vraiment trop envie de savoir, en fait dès le début t'as envie de savoir, et progressivement en fait, le style de l'autrice et la manière dont elle construit ses personnages, la densité de ses personnages et de leurs relations fait que t'es toujours happé par l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils se parlent plus, mais en fait tu commences tellement à t'attacher à eux et à ce qu'ils ressentent et à t'identifier à certaines parties de leur histoire que c'est pas que t'oublies ce fil conducteur, mais en fait tu te laisses porter, c'est tellement addictif, tellement bien écrit, c'est drôle quand il faut, c'est extrêmement touchant, c'est une relation incroyable, c'est une histoire d'amour merveilleuse. C'est aussi très frustrant parce que il y a des choses que tu vois venir, d'autres que tu comprends un peu tard et dans l'ensemble tu te dis mais pourquoi perdre ce temps, pourquoi tu sais toutes ces embrouilles, tous ces non-dits, tout voilà. C'est assez frustrant, ça joue avec tes nerfs, mais dans le bon sens du terme, parce que tu sens que tu es dans le livre avec eux. Je me suis demandé si le fait de lire ce livre pendant que j'étais en vacances, donc au bord de la mer, a joué en fait, à faire que j'étais vraiment dans l'ambiance. Et je pense pas tant que ça, parce qu'en fait j'étais sur la plage, enfin au bord de la mer, dans le sud de la France, et eux ils sont au bord d'un lac au Canada, donc oui il fait chaud aussi, mais c'est pas tant l'ambiance été en fait qui est mise en avant, même si elle est importante pour comprendre voilà, la base de leur relation, c'est plus en fait leur relation, vraiment. C'était tellement incroyable, tellement bien écrit, tellement beau que j'ai du mal à trouver les mots pour vous expliquer ce que j'ai ressenti, mais sachez que j'y pense encore. Genre leur histoire, les révélations et la manière dont eux ils échangent et... Concentre-toi Marie, respire à fond. Voilà, vous l'avez compris, j'ai surkiffé, vraiment énorme coup de cœur, ce qui fait que j'étais à peine rentrée de vacances, que je me suis précipitée dans la librairie anglophone que j'aime tant pour acheter évidemment le second livre de l'autrice, qui a l'air d'être un peu dans la même vibe, puisqu'il s'appelle Meet Me at the Lake. Oui, je pense que l'autrice a un truc avec les lacs. Et là, oh la vache, j'avais pas vu, il y a une citation de Elena Armas dessus, enfin il y a une quote d'Elena Armas comme quoi elle a kiffé le livre. Pouah, qualité pour moi. Bon, reconcentre-toi sur le résumé. C'est l'histoire de Fern qui a passé beaucoup trop de temps de sa vie adulte à penser à Will. Ah oui, c'est ça. En gros, Will, c'était son ami. Attendez. Oui, c'est ça. Quand ils avaient 20 ans, ils se sont rencontrés. Gros coup de foudre. Ils étaient fous l'un de l'autre, etc., etc. Mais en gros, le timing n'était pas bon. Et du coup, ils se sont donné des rendez-vous au bord du lac un an après en se disant, bah voilà, on se retrouve et on vivra notre histoire d'amour. Fern y est allé. Will n'est jamais venu. Et là, des années et des années après, la vie de Fern est totalement différente de ce qu'elle avait imaginé. Ah oui, Bichette, elle est obligée de retourner dans sa ville natale pour s'occuper de l'hôtel de sa maman. Alors déjà, l'hôtel, il est en plein, comment on dit, enfin, il est en train de faire faillite, quoi. Et en plus, son ex-petite ami est le manager. Super. Donc c'est marqué qu'elle a vraiment besoin d'aide et à sa grande surprise, l'aide arrive sous la forme de Will. C'est précisé quand même que Will, il a 9 ans de retard sur leur petit rendez-vous au bord du lac. Mais voilà, il y a 9 ans, il l'a sauvée. Est-ce qu'il pourra la sauver encore aujourd'hui? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu au bord du lac? Je sens que ça va être la même ambiance. Le petit suspense jusqu'à la fin, les relations incroyables, voilà. C'était mon premier roman de l'autrice, je sais déjà que ça ne sera pas mon dernier, et j'espère qu'elle va en écrire plein d'autres parce que je suis vraiment tombée amoureuse de sa plume, de sa manière de construire, voilà, tout ce que je vous ai dit, l'ambiance, les personnages, la romance, tout. En plus, ça te donne envie de tout plaquer, prendre le premier billet d'avion pour le Canada et passer ma vie dans une petite maison au bord d'un lac. Vraiment, j'en rêve. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Du coup, on va se contenter de lire des histoires qui se passent au bord d'un lac au Canada. Deuxième de mes derniers coups de cœur, ça n'est pas une très grande surprise, mais il s'agit évidemment de Ce qui nous rend vivants de Emma Green. De quoi ça parle? Eh bien, de Cléo qui commence son internat à l'hôpital de Chicago, qui est décidée à faire ses preuves, décidée à réussir, et qui en parallèle a beaucoup de mal à se remettre de la mort de sa maman. Elle est aussi très perturbée parce qu'à l'hôpital, elle retrouve Carter Cruz, qui était un des internes, un des étudiants qui faisait ses études en même temps qu'elle. On comprend qu'ils ont eu une petite histoire et que ça ne s'est pas très bien terminé, et du coup, être obligé de le côtoyer et de le voir au quotidien, c'est pas si facile que ça. Je vais rester volontairement un peu floue sur le reste de l'intrigue, vous vous doutez qu'il y a un rapprochement, mais il y a aussi des histoires en fait de chaque côté. Chaque protagoniste a un petit peu ses bagages et a son petit trauma à résoudre, on va dire. Ça, je vais pas trop développer parce que ça fait partie du charme du roman de le découvrir au fil des pages. Mais je peux vous dire ce que j'ai aimé. Déjà, à ma grande surprise, le côté vraiment univers médical. Parce que moi, je suis pas une grosse fan de tout ce qui est Grey's Anatomy, Urgence, tout ça. D'ailleurs, j'ai jamais regardé ces séries. Ne me frappez pas, je sais que c'est une honte de ne pas avoir regardé Grey's Anatomy. Je regardais un peu Doctor House à une époque, mais en fait, j'ai un gros souci, mais ça c'est parce que moi j'ai des problèmes. Quand on me montre une scène genre d'opération ou qu'on m'explique la maladie de quelqu'un,
je peux pas m'empêcher, j'ai essayé pourtant, mais je peux pas m'empêcher de m'imaginer ce qu'ils doivent, ce qu'ils doivent ressentir, ce qu'ils ressentent. Donc déjà, c'est très éprouvant, vous vous en doutez, mais surtout, c'est-à-dire que quand on me montre une opération à cœur ouvert, j'ai... Ah, rien que d'en parler, là, je... Donc oui, je suis grosso modo une petite chose trop fragile et une vraie chochotte. Donc ce n'est pas fait pour moi, tout ce qui est un peu gore, tout ça. Même si c'est pas gore pour être gore, mais vous avez compris l'idée. Et c'est d'autant plus le cas que milieu hospitalier, bah souvent on sait très bien que c'est pas un taf facile et qu'il se passe des choses horribles et que moralement c'est extrêmement éprouvant. Donc j'étais un peu inquiète en me disant Emma Green, elles ont déjà l'habitude de me faire chialax, mais si en plus elles te foutent des gens qui meurent et des accidents et oh là là, moi j'ai cru que j'allais pas réussir. Et en fait, c'est extrêmement bien fait et j'ai adoré l'ambiance parce que c'est plus centré. Alors, bien sûr, il y a des choses dures, il y a des choses qui sont tristes, mais c'est beaucoup plus centré sur le côté justement ce qui nous rend vivants. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on nous dit ça c'est horrible, on nous dit oui, mais regarde ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça équilibre extrêmement bien entre l'horrible et le pas horrible. Donc ça m'a énormément plu. Et puis bien évidemment, c'est du Emma Green, donc les personnages sont incroyables, extrêmement attachants, très touchants. On a des personnages secondaires qui sont incroyables, le style d'écriture est génial. On alterne crise de larmes avec crise de fou rire. C'est original, tout en étant un petit peu doudou. Enfin je sais pas, c'était le parfait compromis entre chialax et en même temps c'était beaucoup trop cute. Et la romance, les gars, la romance! Enfin plus précisément Carter, mais Carter! Incroyable, et si tous les médecins ressemblent à Carter, je serai beaucoup plus souvent chez le médecin. Je crois que j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, mais j'ai lu pas mal de romans d'Emma Green maintenant, enfin je suis loin d'avoir lu tout ce qu'elles ont écrit, mais je trouve que les premiers étaient déjà géniaux, mais plus elles avancent, plus elles trouvent vraiment leur style, et plus elles vont directement bim dans nos cœurs comme ça, et elles prennent nos cœurs, elles jouent avec, après elles les remettent en place. C'était extrêmement gore comme expression et comme image. Tout ça pour dire que j'avais beaucoup aimé ceux d'avant, les romans c'était très chou, etc. Mais depuis La vie en vrai, donc La vie en vrai, Le goût de nos rêves et Ce qui nous rend vivants, je trouve que c'est des pépites incroyables et celui-ci est de loin mon préféré et pourtant vous savez que j'avais adoré les autres. Donc voilà, gros coup de cœur et je suis maintenant très impatiente. Alors je leur mets pas la pression parce que il est sorti littéralement il y a 3 semaines, mais je suis hyper impatiente de découvrir le prochain parce que je vous dis j'ai vraiment l'impression qu'elles font comme ça. Et les lois de la physique disent qu'à un moment, tu peux pas toujours faire comme ça, sinon elles vont atteindre la stratosphère, les magrines là. Il va falloir qu'elles redescendent à un moment où il y a un petit... Voilà, je sais pas. Mais non, moi pour le moment, elles font ça et j'ai envie de leur dire go girl, continuez à monter, continuez à nous faire rêver, chialer et tout ce que vous voulez. C'est incroyable. Voilà, je suis partie un petit peu trop loin sans doute avec cette petite conclusion. On enchaîne. Mon troisième coup de cœur, c'est... Voilà, là j'aurais même pas besoin d'argumenter. C'était sûr, c'était quasi sûr. Enfin non, c'était pas sûr d'ailleurs. J'étais un peu inquiète, je vais pas vous le cacher, mais au final je ne suis pas surprise d'avoir eu un énorme coup de cœur pour ce livre. Il s'agit bien évidemment du dernier Percy Jackson and the Chalice of the Gods, et voilà. Je sais même pas quoi vous dire. C'était incroyable parce que c'était retrouver le Percy des débuts. En gros, le mec il a plus 12 ans, ça se passe après les héros de l'Olympe. Donc Percy a 17 ans. Il est déterminé à rentrer à la fac, enfin en l'occurrence à la fac de la Nouvelle-Rome pour faire ses études avec Annabeth. Sauf que bien évidemment Bibou il a sauté pas mal de cours importants puisque voilà je veux pas non plus trop rentrer dans les détails, mais si vous vous souvenez bien dans les héros d'Olympe non seulement il a disparu pendant 1 an en étant amnésique, mais en plus après il est parti quand même dans une nouvelle quête pour sauver le monde. Donc il a sauté pas mal de cours et on lui dit que pour valider ses unités, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle, eh bien il faut qu'il se donne à fond déjà. Et surtout pour entrer à l'université de la Nouvelle-Rome, il a besoin de 3 lettres de recommandation de Dieu. Donc on est d'accord que c'est totalement injuste parce que les dieux, il arrête pas de leur sauver les miches, mais là il doit encore faire des quêtes pour eux. Et du coup dans celui-ci, on suit bien évidemment sa première quête qui est de retrouver le Chalice of the Gods, qui est la coupe en fait dont se servent les dieux pour boire, tout simplement. Après c'est pas une coupe n'importe comment, c'est une coupe un peu classe, elle a un pouvoir magique, enfin bref, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une quête qui est quand même très importante et qui va amener Percy à arpenter Manhattan et tout New York pour trouver qui aurait pu voler la coupe en question. Le pitch peut paraître assez classique, mais ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que ça fait pas forcer dans le sens où il y a plein de séries où des années après, il y a un nouveau tome qui sort, ou alors c'est un tome intermédiaire ou je ne sais pas quoi, et du coup tu sens que l'auteur, il s'est pas forcé, ça lui faisait plaisir, mais il a essayé un petit peu de se raccrocher aux branches, voilà. Là, pas du tout. Ça m'a semblé tellement naturel. On retrouve Percy, Annabeth et Groover, donc ils sont tous les 3. C'est en mode les débuts, quoi. Et on a à la fois l'ambiance des toutes premières quêtes, où il n'y avait pas non plus des enjeux de ouf, et en même temps, les sujets qu'on aborde et les personnages qu'on rencontre au fil des pages,
Ça permet d'aborder des sujets aussi très très sérieux et assez difficiles et extrêmement touchants. Et j'ai trouvé encore une fois que c'était extrêmement bien dosé entre ces deux aspects. Évidemment, c'est Percy, donc c'est bourré d'humour, le style de l'auteur, mais vraiment, je ne m'en lasse pas. Je le trouve incroyable et encore une fois, c'est raconté du point de vue de Percy et ça m'a fait vraiment trop du bien de replonger dans sa tête avec ses petites réactions un peu en mode «Oh non, encore un monstre à buter». Et les réflexions qu'il fait sur Annabeth, mais c'est tellement beau! Enfin bref, c'était incroyable. Gros coup de cœur aussi. J'ai hyper hâte de lire la suite. Parce que c'est pas précisé dans mon exemplaire à moi, je sais pas quelle édition j'ai, mais pas la bonne apparemment. Mais j'ai vu passer sur des réseaux anglophones que dans certaines éditions, à la fin c'était marqué qu'il y avait un nouveau livre qui arrivait. Et je crois même que l'auteur l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Et ça paraît logique en fait, puisque Percy a besoin de 3 lettres de recommandation, donc 3 quêtes. Et là, c'est que la première. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'étais un peu inquiète, j'en avais pas trop parlé sur les réseaux, mais j'avais peur de mettre trop de pression en fait sur ce livre en mode yes, je retrouve Percy et qu'au final ce ne soit pas à la hauteur ou que je trouve que ça fasse justement un peu trop forcé ou que je ne retrouve pas le style de l'auteur que j'aimais ou le personnage que j'imaginais. Enfin, je ne sais pas trop ce que j'avais en tête, mais j'avais un peu peur et je n'ai absolument pas été déçue. Pépite, incroyable. Je vous ai partagé quelques extraits aussi sur mon compte Instagram, mais vraiment on retrouve le Persassi que j'aime trop. Persassi, c'est la contraction de Percy et Sassy, qui veut dire un peu genre sarcastique, un peu en mode plein d'esprit, tu vois. Et ça fait Persassi. Bon bref, voilà. Tout ça pour dire que j'ai hâte de le retrouver dans une prochaine quête, que j'ai hâte que ce soit traduit en français, parce que c'est quasiment sûr que ça va l'être. Je crois même que ça va pas tarder à être annoncé si je me trompe pas. Et j'ai surtout très hâte de voir la série, évidemment. Et je suis aussi hyper contente qu'entre ce nouveau livre, les projets de Riordan et la série qui arrive, eh bien ça va vraiment relancer toute l'attraction qu'il peut y avoir autour de Percy Jackson et de tout l'univers de Riordan dans son ensemble. Parce que c'est vraiment une saga qui le mérite et je suis trop contente de savoir que les nouvelles générations vont aussi tomber amoureuses de Percy et vont aussi rêver avec toutes les aventures qui lui arrivent. Donc voilà, c'était la séquence émotion. Vraiment, lire le livre m'a fait trop du bien parce que l'espace d'un instant, j'ai eu l'impression de revenir l'adolescente qui découvrait les livres de Percy au fur et à mesure qu'ils sortaient, et qui les attendait, qui sautait en librairie quand ils arrivaient. Ça m'a fait trop du bien parce que tu penses à rien d'autre. T'es vraiment avec eux, ça fait du bien, c'est incroyable. C'est comme un petit shot de nostalgie et parfois ça fait du bien. Quatrième coup de cœur. Alors là, je triche un peu, puisque je vous montre le premier tome que j'ai lu en fait il y a déjà très longtemps. Mais je veux en fait vous parler du tome 2. Le problème c'est que comme j'ai eu un gros coup de cœur pour cette saga, je l'ai immédiatement prêté à mon amie Caroline parce que j'aime trop lui faire lire mes coups de cœur et j'aime trop quand elle aime trop mes coups de cœur. Et c'est ce qui s'est passé avec le premier tome, elle a adoré aussi et du coup à peine j'ai eu fini le tome 2, bah, je lui ai déjà passé. Donc actuellement je n'ai pas le tome 2 puisqu'il est chez mon ami, mais c'est de lui dont je veux vous parler en priorité. Enfin disons que c'est lui qui fait partie de mes derniers coups de cœur, mais pour éviter les spoils, je vais en fait surtout vous parler de celui-ci. Voilà. Grosso modo, mon coup de cœur, c'est la saga Le Pont des Tempêtes et le tome 2 s'appelle La Reine Traîtresse. C'est écrit par Daniel L. Jensen et paru aux éditions Brajlon. J'ai en plus la chance d'avoir cette édition sublime. Et de quoi ça parle? Eh bien c'est l'histoire de Lara qui a été élevée par son père qui est le roi d'un royaume un petit peu en difficulté depuis sa plus tendre enfance à être une espionne, une guerrière, enfin quelqu'un de vraiment très badass, dans le but qu'elle infiltre le royaume voisin qui est un royaume qui en fait a la particularité d'être disséminé sur plein d'îles et qui a du coup la main mise sur le passage en fait de ces îles qui est sous forme de pont. C'est pas très clair ce que je vous raconte, mais grosso modo, il y a un pont qui traverse un royaume et ce royaume a la main mise sur ce pont. Et en fait, le fait d'avoir la main, Ouah, Marie, le fait d'avoir la main mise sur ce pont permet de contrôler un petit peu le commerce. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà. En gros, le père de Lara veut conquérir le royaume du pont, qui a un nom mais je me souviens plus. Itikana, voilà. Lara doit infiltrer le royaume d'Itikana et pour ça, eh bien, elle va être mariée au roi d'Itikana qui s'appelle Aren et elle a pour but de le séduire, de lui soutirer plein de secrets et puis de le trahir. Sauf que déjà Aren il est pas né de la dernière pluie donc il se laisse pas faire facilement et surtout, eh ben, c'était pas trop prévu que les sentiments entrent en jeu. Alors j'ai vu des gens qui étaient un peu déçus de la relation amoureuse dans le sens où ils disaient qu'elle était beaucoup trop diluée au milieu de toutes les intrigues politiques et tous les trucs un peu guerriers. Mais en fait les gars, moi c'est ça que j'ai kiffé. C'est-à-dire que l'histoire d'amour elle est incroyable. Elle est un peu rapide, je vous l'accorde. Elle est un peu cliché, évidemment. Mais elle est surtout hyper importante pour l'histoire et je trouve qu'elle se mêle très bien avec toutes les intrigues politiques qu'on peut avoir. C'est vraiment de la romantaisie pure et dure. C'est-à-dire que l'histoire d'amour s'intègre à tout ce qu'il y a autour, c'est pas juste une romance. J'ai surkiffé les personnages, vraiment, bon, Aren, bien évidemment, je suis tombée amoureuse de lui, mais genre comme ça. Bon, je sais pas claquer les doigts, mais vous avez compris, je suis tombée in love très rapidement. Lara, elle est extrêmement badass. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que chacun a un peu ses failles et ses défauts, et ils sont assez bien faits, ils sont pas parfaits, ils sont pas trop lisses.
Ils ont leurs moments de doute, ils ont leurs moments où ils font des erreurs, parfois même de très très grosses erreurs. Ce qui ajoute bien évidemment déjà de l'eau au moulin de l'intrigue, mais aussi un petit peu de sel sur leur relation et sur leur caractère, ce qui fait qu'ils sont d'autant plus humains et d'autant plus attachants. Personnellement, j'ai trouvé ça très bien écrit, j'ai trouvé que c'était très bien mené. Il y a le petit cliffhanger à la fin du tome 1, ce qui fait que j'étais extrêmement impatiente de lire le tome 2. Et souvent, parce que c'est une trilogie je crois, souvent le tome 2, à quelques exceptions près, c'est pas non plus le meilleur de la série, on est d'accord. Parce que parfois il est un peu trop lent, ou t'as l'impression qu'il est là que pour faire durer un peu la saga, enfin je sais pas, souvent... On est d'accord, c'est pas les meilleurs tomes. Donc j'étais à la fois impatiente et en même temps là aussi un peu inquiète et pas du tout, j'ai surkiffé, c'était incroyable, toujours aussi bien écrit, encore plus de tension entre les personnages après tout ce qui s'est passé dans le tome 1 forcément, mais vraiment incroyable, j'ai kiffé, donc gros coup de cœur sur les 2 tomes de la saga. Je suis extrêmement impatiente de retrouver Lara et Aren dans le tome 3, qui, si je ne me trompe pas, c'était marqué à la fin du livre, doit arriver début 2024, peut-être février 2024, quelque chose comme ça. Donc je suis hyper impatiente et si vous aimez les univers de fantasy, si vous aimez les intrigues de cour, de politique, si vous aimez les romances contrariées, les personnages badass, les mondes qui sont à la fois envoûtants et très bien construits et il y a des personnages secondaires qui sont aussi très intéressants, franchement foncez, foncez. Pour moi ça coche vraiment toutes les cases. Certains vont trouver que la romance est trop présente, comme je vous disais, d'autres vont dire que elle est pas assez mise en avant, mais moi je trouve que c'est extrêmement bien équilibré, au contraire. Il y a du smut, je n'ai pas précisé d'ailleurs, mais il y en avait aussi dans les premiers dont je vous ai parlé. Alors pas Percy évidemment, mais dans Every Summer After et dans Ce qui nous rend vivants, il y a un peu de smut. Là, il y en a aussi un petit peu, mais c'est pas... En fait, limite, le smut sert à rien, dans le sens où c'est une petite scène par-ci par-là pour montrer un peu l'aboutissement de la tension entre les personnages, mais c'est pas du cul pour du cul. Moi j'ai trouvé la relation très très belle, encore une fois très bien écrit, enfin voilà. Tout était parfait pour moi, gros coup de cœur. Et enfin, 5e et dernier coup de cœur dont je voulais vous parler, une sortie très récente puisque je crois qu'au moment où la vidéo va sortir, il sera en librairie depuis genre une semaine. Il s'agit de Gwen and Hearts Are Not in Love de Lex Croucher qui est sorti aux éditions Casterman. Je l'ai reçu en service de presse. Ah, j'avais oublié de dire que Ce qui nous rend vivants c'était aussi un service de presse. Les autres, je les ai achetés avec ma thune. Ça change absolument rien à mon avis, hein, mais voilà. Il faut le préciser, donc je le précise. Je disais donc que c'est un service de presse qui m'a été envoyé par les éditions Casterman et que j'étais très impatiente de lire parce que j'avais vu d'excellents retours sur les réseaux anglophones et je comprends pourquoi parce que franchement, j'ai kiffé. Gros coup de cœur. C'est assez particulier. Ça parle de... alors, tout est dans le titre, hein, clairement. Ça parle de Gwen et Hart qui sont promis en mariage. On sait pas trop dans quelle année on est, mais je pense genre 1500 et quelques, tu vois, un truc comme ça. Ils vivent dans une société qui est encore très imprégnée par toute la légende arthurienne et tout l'héritage en fait qu'a laissé le roi et toutes ces légendes. Et donc, elle, c'est la fille du roi du royaume, logique. Lui, c'est le fils d'un baron ou d'un duc, ou je sais pas, enfin quelqu'un de très haut placé. Et ils sont promis l'un à l'autre depuis leur naissance. Et là, ça y est, ils ont 17, 18 ans, je ne sais plus, enfin bref, l'heure de leur mariage approche. Et du coup, ils sont réunis encore une fois, parce qu'ils passaient souvent leurs étés ensemble. Et ils se rendent compte que ça n'a pas changé, ils ne peuvent pas se saquer. Là où ça devient encore plus compliqué, c'est quand Gwen commence à avoir un crush sur une chevalière qui s'appelle Bridget, c'est ça. Une chevalière? Pas du tout, Marie, une chevaleresse. Chevalière, c'est une bague, non mais... Donc Gwen commence à crocher sur la brave chevaleresse et de son côté, Hart se rend compte qu'il n'est pas totalement indifférent au charme de Gabriel qui est le frère de Gwen et qui est donc l'héritier du royaume. Ça c'est le postulat de base, mais ce qu'il faut savoir c'est que l'histoire se met en place assez lentement, donc je vous avoue qu'au début j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans, mais en fait très vite c'est hyper addictif parce que les personnages sont trop attachants, vraiment. Pareil là ils sont hyper humains, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est parfait, ils ont chacun leurs gros défauts, des fois t'as un peu envie de leur mettre des tartes et en même temps tu peux pas t'empêcher encore une fois de t'identifier à eux. Donc déjà il y a ces personnages qui sont incroyables et puis il y a le style en fait qui est entre des choses très classiques et un vocabulaire qui parfois est hyper moderne. Genre ils ont des réactions qui ne détonneraient absolument pas si vous les voyez chez des ados de nos jours. Du coup il y a ce décalage un peu entre choses très classiques, légendes arthuriennes, tout ça, et en même temps ça reste des ados qui vont découvrir les premiers amours, les premiers émois, les premiers questionnements aussi parce que du coup ils ont quand même chacun des grosses responsabilités, une grosse pression de la part de leurs parents et ils se rendent compte que ils rentrent pas dans le moule dans lequel on aimerait les voir rentrer et c'est assez compliqué. C'était très touchant par certains aspects, très drôle par d'autres. Vraiment, il y a de l'esprit et des punchlines incroyables. Là aussi, les personnages secondaires sont hyper attachants et très bien construits. En fait, pour moi, c'est vraiment une lecture doudou. Dans la majeure partie du récit, il se passe pas grand-chose. Il y a une grosse pointe d'action sur la fin, mais c'est surtout l'ambiance et les personnages avec lesquels tu évolues qui fait que t'es dedans, t'es happé et ça fait du bien. Donc c'est un roman historique mais qui est extrêmement moderne, qui est hyper attachant et que j'ai surkiffé.
Voilà, je sais pas ce que je peux vous dire de plus, j'ai l'impression que je radote pas mal, mais gros coup de cœur en même temps, s'il est dans cette vidéo, c'est pas pour rien. Voilà donc mes 5 derniers coups de cœur, comme je vous le disais en introduction, il y a d'autres livres qui ont frôlé le coup de cœur que j'ai lu entre ceux-là bien évidemment, et j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler, enfin déjà c'est sûr dans un bilan lecture, mais peut-être que je pourrais aussi faire un top 5 de mes presque coups de cœur, non ça n'a pas d'intérêt, bref. Si ce genre de vidéo vous plaît, parce que ça vient un peu en complément d'un bilan lecture, je pense qu'il y en a certains dont je vais vous reparler dans un bilan lecture. Je sais que ça paraît peut-être un peu redondant, mais là j'ai plus l'occasion de me concentrer sur eux, et puis ça fait vraiment un focus sur ceux que j'ai surkiffé. Donc je sais pas si le concept vous plaît ou si vous trouvez que ça n'a pas d'intérêt, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça vous plaît, je pourrais le refaire assez régulièrement, un peu comme des entrepoints lecture, non c'est pas ça le mot. Genre avant le bilan lecture, un mi-bilan, enfin je sais pas, bref. Je sais pas trop comment je pourrais vous présenter ça. Je me répète, mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Si un des romans dont j'ai parlé vous tente, n'hésitez pas à le dire aussi. Si vous en avez lu un, à me partager. Oh, j'ai failli le faire tomber. À le partager en commentaire aussi. Si vous êtes trop timide pour commenter, je vous laisse mettre 5 petits cœurs. Ce que vous voulez, la couleur que vous voulez, mais 5 cœurs pour représenter mes 5 derniers coups de cœur. 5 cœurs, 5 coups de cœur, big brain. Comme d'habitude, en plus d'un petit commentaire, si vous voulez vous abonner, activer les notifications, liker la vidéo, ça me fait toujours trop plaisir. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Bye!